Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 103e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien heureux d'être avec vous ce matin pour vous faire la synthèse du livre de David Bach écrit en 2019 qui s'intitule The Latte Factor, donc le facteur latte. Avertissement avant de commencer, tout ce que je vous dis sur le podcast, c'est dans un but strictement éducatif, donc c'est pas des conseils financiers. Si vous voulez des conseils spécifiques à votre situation, consultez un professionnel parce que je peux pas être tenu responsable de vos décisions financières. En introduction, l'auteur dit que si vous pouvez vous permettre d'avoir un café au quotidien, un café latte au quotidien, vous pouvez vous permettre de réaliser vos rêves. Un jour, alors qu'il donnait un cours de finances personnelles, David Bach a entendu une femme qui buvait un café lui dire qu'elle n'avait pas d'argent pour investir. Il lui a montré qu'en renonçant simplement à son café au quotidien, elle pouvait économiser 5 piastres par jour. Ça pourrait facilement devenir environ 11 000 $ en 5 ans, 339 000 $ en 30 ans et 948 000 $ en 40 ans. Donc, le facteur latte, c'est une parabole destinée à transmettre des connaissances financières, même à ceux qui liraient jamais un livre sur les finances. L'auteur montre que vous pouvez commencer à investir même si vous pensez de ne pas avoir d'argent à épargner. La clé, c'est de pratiquer la conscience sur la manière dont vous utilisez ce que vous gagnez et d'apprendre à le faire de manière intentionnelle, donc de dépenser de manière intentionnelle. Premier élément de synthèse, c'est mieux gérer pour se gâter. Donc, la leçon numéro 1 du livre, c'est pouvoir se permettre ce qu'on aime vraiment. Ça dépend surtout de la manière dont on gère son argent au quotidien. L'auteur donne l'exemple de Zoé qui se sent coincée sur un tapis roulant sans fin où peu importe à quel point elle travaille dur, elle n'a jamais assez d'argent pour faire ce qu'elle aime. Elle a 27 ans, elle vit à Brooklyn, à New York, où elle occupe un emploi bien rémunéré dans un magazine de voyage. Pourtant, Zoé est submergée par le poids croissant de ses prêts étudiants et de ses dettes de carte de crédit. Elle a 2 rêves, voyager et suivre un cours de photographie, mais elle pense qu'elle ne peut pas se permettre de réaliser aucun de ces 2 rêves-là. Sur son trajet quotidien, Zoé arrête toujours dans un café local pour boire un latte. Un lundi, elle remarque une photo accrochée au mur qui montre un petit village de pêcheurs grecs. Il y a quelque chose dans cette image-là qui l'attire, elle aimerait vraiment l'accrocher dans son salon à elle. La photo est à vendre, mais il y a un problème, elle coûte 1 200 €, beaucoup trop pour elle. Il y a un barista plus âgé qui semble lire dans ses pensées. Il s'appelle Henri, le propriétaire du café, puis c'est un grand voyageur qui a pris lui-même la photo. Il va lui présenter le livre Le facteur latte. Pour pouvoir payer ce qui lui tient à cœur, elle doit simplement économiser des montants quotidiens aussi petits que le coût de son café. De petites économies peuvent s'accumuler pour former une fortune si vous les investissez régulièrement. Donc, dans le livre, au cours des jours suivants, Henri va expliquer à Zoé comment rendre tout ça durable à long terme et commencer à vivre une vie plus riche en peu de temps. Deuxième élément de synthèse, c'est les fausses croyances sur l'argent. Donc la leçon numéro 2, surmonter les fausses croyances sur l'argent et adopter l'état d'esprit pour vivre dans l'abondance. Donc dans l'histoire que l'auteur utilise pour raconter un peu ses stratégies financières, un peu comme on l'avait fait dans le livre Un barbier riche, dans ce cas-ci c'est Zoé qui parle à un barista. Donc Zoé va apprendre des notions de finances personnelles, même de la part de sa patronne. Donc, sa patronne, Barbara, va lui enseigner d'abord à changer sa perception de l'argent en surmontant les 3 mythes de l'argent. Le premier mythe, c'est faire plus d'argent va vous rendre riche. La plupart des personnes qui rencontrent des difficultés financières n'ont pas réellement un problème de revenus, ils ont un problème de dépenses. Barbara explique comment elle économise 15 $ par jour en apportant son lunch au travail au lieu d'aller manger dans un restaurant à l'extérieur de son lieu de travail. Le premier pas pour améliorer votre situation financière, c'est de changer vos habitudes, sinon vos problèmes financiers vont croître, vont grossir en même temps que vos revenus. Deuxième mythe par rapport à l'argent, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Selon l'auteur, c'est une autre fausse croyance que seules les personnes riches peuvent investir et gagner de l'argent avec leur argent. Vous pouvez commencer par économiser aussi peu que 5 $ par jour et les investir en bourse. Donc, le marché boursier a connu une croissance moyenne de 8 à 10 % dans le portefeuille un peu audacieux. Et ça va vous rapporter les mêmes rendements que quelqu'un qui a plus d'argent, c'est juste qu'il va faire de plus gros rendements.
Donc, c'est pas vrai que vous ne pouvez pas investir si vous avez peu d'argent. Vous allez bien sûr faire des plus petits rendements, mais vous allez quand même faire profiter cet argent-là de la même façon que quelqu'un qui a des plus gros montants peut le faire. C'est juste qu'au lieu de faire 10 000 $ sur votre million, mais vous allez peut-être faire 1 000 $ sur votre 100 000 ou 100 $ sur votre 1 000 $. Troisième mythe par rapport à l'argent, c'est que quelqu'un d'autre va s'occuper de moi. Donc, la plupart des gens ont tendance à négliger leur avenir financier parce qu'ils pensent que s'ils deviennent pauvres, quelqu'un va s'occuper d'eux, que ce soit l'État ou une organisation caritative. Mais c'est très probable que ces choses-là ne se produisent pas. Vous devez prendre vos responsabilités et vous occuper de votre propre sécurité financière, sinon vous allez vivre une retraite ou un futur financier fauché, puis ça, c'est pas agréable de profiter seulement du présent pour sacrifier l'avenir. Donc, voyons ensemble comment on peut faire tout ça avec la suite du livre. Donc, le troisième élément de synthèse, c'est principe de la liberté financière. La troisième leçon du livre, c'est pour réaliser vos rêves, appliquer les 3 principes de la liberté financière, les voici. Le premier, c'est se payer en premier. Donc, on a parlé souvent, chaque mois, vous devez payer tout ce que vous devez, donc impôts, hypothèques, loyers, factures. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui achètent au fur et à mesure des petites choses qui leur viennent à l'esprit. À la fin, s'il reste de l'argent, vous vous offrez peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pour tirer le meilleur parti de vos revenus, il faudrait inverser cette routine-là. Chaque mois, vous devriez mettre d'abord l'argent de côté pour construire votre indépendance financière, ensuite payer ce qui est essentiel et ensuite ce qui vous rend vraiment heureux ou des petites choses là, qui ne vous rendent pas nécessairement heureux s'il vous reste du lousse dans votre épargne de toute façon. L'auteur dit que ça va signifier probablement de renoncer à certains plaisirs comme manger dans votre resto préféré souvent, mais ça va vous permettre de réaliser des projets bien plus ambitieux. Deuxième principe de la liberté financière, ne faites pas de budget, automatisez l'épargne. L'auteur nous questionne si on peut être constant à long terme dans notre épargne. Probablement pas, à moins d'automatiser le fait de se payer en premier. Donc, l'argent doit être retiré de votre compte bancaire avant même que vous le sachiez. Oubliez le budget selon l'auteur, car il y a peu de gens qui sont doués pour respecter un budget. Ça nécessite trop de discipline et de volonté. Automatisez aussi tous vos investissements selon l'auteur dans des FNB indiciels. Ici, je me positionne, là, je prends le temps de me positionner parce que je suis d'accord, je ne suis pas fait pour un budget, je ne suis pas capable d'abord de prendre le temps de le faire, de le respecter non plus. Je trouve que c'est beaucoup de temps pour le faire et je comprends qu'il y a des gens peut-être qui ont de la misère à épargner, que c'est essentiel d'avoir un budget, mais quand vous allez être en mesure de dégager des montants qui vous permettent assez facilement là, de payer tout ce qui est essentiel, en plus de vous payer en premier, ce que je suggère, c'est comme dans mon cas, d'automatiser tout ça. Comme ma conjointe, ça part directement de la paye aux 2 semaines et ça s'en va dans le compte d'investissement. Moi, j'investis ensuite manuellement. Les FNB indiciels, ce n'est pas automatique dans un robot conseiller, mais automatiser l'épargne, pour moi, là, c'est central. Donc, ces 2 premiers principes-là, se payer en premier et de le faire de façon automatique, pour moi, c'est la base là, pour réussir financièrement à mettre de l'argent de côté, à investir puis à se construire un patrimoine qui a du bon sens. Cette phrase-là était longue. Elle n'était pas si claire, mais je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de 3e génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Troisième principe de la liberté financière, c'est de vivre dans l'abondance dès maintenant. Donc, l'auteur nous demande, est-ce qu'on va finir par sacrifier finalement notre future liberté financière si on vit dans l'abondance maintenant? Sa réponse est non. Quand on peut avoir plus qu'un compte bancaire pour notre avenir,
On peut mettre en place un compte bancaire ou un compte d'investissement pour nos rêves, pour l'argent qui va être destiné à des choses qui nous comptent vraiment. Donc, c'est important de dépenser c'est important de dépenser dans ce qui nous rend heureux, mais de le faire. Donc, de ne pas juste épargner puis de plus se gâter dans rien du tout qui nous rend heureux. L'auteur dit que c'est comme ça que Zoé a pu suivre son cours de photographe et devenir photographe de voyage pour son magazine. Donc, ces principes-là vont vous aider à concrétiser vos rêves financiers et à vivre une vie riche et épanouissante dès maintenant, selon l'auteur. Et pour moi, là, je dirais que la plupart des gens, il faut se concentrer sur les 2 premiers, donc se payer en premier et automatiser l'épargne. Et une fois que tout ça va être fait, vous allez pouvoir vivre dans l'abondance qui appelle. Là. Pour moi, je trouve que le terme abondance est peut-être surutilisé ici, là. Mais vous allez pouvoir vous gâter dans des choses qui vous rendent heureux. Mais c'est sûr qu'au départ, des fois, on a du retard. Tu sais, comme moi, j'ai commencé à 28 ans là, à investir. Je trouvais que j'avais du retard. Mon CELI avait presque rien dedans. Donc, c'est sûr que j'ai donné un coup là, pendant 5-6 ans à des taux d'épargne qui étaient très élevés, mais ça, j'étais capable de le faire. Mais maintenant, je commence à penser, de me dire, OK, il faut que je commence à apprendre à dépenser et peut-être vivre un peu plus dans ce que l'auteur appelle l'abondance, mais il faut être prudent. Pour moi, si vous commencez votre parcours financier et vous êtes en retard, bien peut-être que les points 1 et 2 sont plus importants pour vous en ce moment et que le point 3 va être plus petit. Donc oui, vous allez dépenser dans des choses qui vous rendent heureux, mais peut-être que vous êtes en apprentissage en ce moment à essayer de moins dépenser justement dans des choses futiles pour vous et de le faire dans des choses qui vous rendent heureux. Mais sachez que ce point-là, je pense qu'il est important de vivre dans l'abondance dès maintenant, mais qui va peut-être être plus facile à faire lorsque vous allez être en mesure de faire les 2 premiers principes. 4e élément de synthèse, c'est les piliers de l'investissement. Donc, dans le The Latte Factor, là, dans son livre, David Back met de l'avant l'importance d'investir à long terme, que pour lui, c'est le pilier fondamental pour parvenir à la liberté financière. Donc, il y a 2 éléments pour lui lorsqu'on investit à long terme. Le premier, c'est la diversification. Donc, Back souligne l'importance de diversifier ses investissements pour réduire les risques et maximiser vos rendements en investissant dans différents types d'actifs comme des actions, obligations, immobiliers, etc. Vous allez répartir le risque et augmenter les chances de succès à long terme de vos investissements. Donc, dans son exemple de Zoé, il dit que Zoé pourrait investir dans un portefeuille diversifié à l'aide d'un FNB indiciel, comme XBAL par exemple, là, qui est 60-40, donc 60% actions, 40% obligations, ou elle pourrait utiliser l'approche toute saison, là, le All-Season Portfolio qu'on a vu dans des épisodes précédents, ou ajouter de l'or, de l'immobilier, mais bref, l'auteur propose différentes pistes, mais pour moi, comme je le répète souvent, la piste la plus simple, c'est un FNB indiciel. Donc, en investissant de cette façon-là, la diversification se fait automatiquement. 2e élément qu'il aborde quand il parle d'investissement à long terme, c'est l'importance de commencer tôt à investir. Donc, l'auteur insiste sur le fait que commencer à investir tôt dans la vie permet de bénéficier de l'effet des rendements composés, où vos rendements vont générer eux-mêmes des rendements par la suite que vous allez pouvoir réinvestir pour produire des rendements supplémentaires. Donc, il donne l'exemple de 2 personnes, une qui commence à investir à 25 ans et l'autre à 35 ans. Même si elles investissent le même montant chaque mois jusqu'à leur retraite, la personne qui a commencé 10 ans plus tôt va bénéficier d'un patrimoine pas mal plus élevé grâce à la croissance des rendements composés. Donc, si dans l'exemple, on dit que chaque personne met 700$ par mois à 7% de rendement, donc de 25 ans à 65 ans, la personne va terminer avec 1,8 million de patrimoine, alors que celle qui a commencé à 35 ans va terminer avec 854 000. Donc, c'est 1 million de plus, c'est plus que 2 fois le montant, là, alors qu'il y a juste une différence de 10 ans d'investissement sur une période de 40 ans. En résumé, l'auteur explique que l'investissement à long terme, c'est essentiel pour atteindre la liberté financière en mettant l'accent sur la diversification pour réduire les risques, l'utilisation judicieuse de l'effet de levier et l'importance de commencer tôt pour profiter pleinement de la croissance des rendements composés. Ces principes-là sont illustrés à travers les expériences et les décisions financières des personnages dans son livre et il offre ainsi des exemples concrets de leur application dans la vie réelle. Donc, c'était vraiment intéressant la façon que l'auteur apportait ses principes financiers, un peu comme dans Le Barbier riche, ça se lisait super facilement. L'auteur, en fait, c'est le 5e élément de synthèse d'aujourd'hui. L'auteur terminait avec un exemple concret qui montrait l'importance d'identifier vos petites dépenses et de les réduire pour économiser et investir davantage. Donc, il disait que si tu réussissais à diminuer une petite dépense de 5$ par jour, notamment avec un café, à 8% de rendement, donc si tu commençais à réduire cette dépense-là à 18 ans jusqu'à tes 65 ans,
ce petit 5 $ par jour-là te donnait 942 000 $ à la retraite. Si tu as 25 ans et tu réussis à économiser ce 5 $ par jour à 8 % de rendement jusqu'à 65 ans, c'est 529 000 $ de plus. Et si tu commences à 35 ans, c'est 226 000 $ de plus. Puis si tu commences un peu plus tard, on va dire que tu as 45 ans, tu es à ton pic de salaire, donc tu dois être capable de dégager 5 $ par jour à 8 % de rendement, mais tu accumules quand même 89 000 $ de plus et notamment 53 000 $ de rendement composé, donc de l'argent que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas investi ce 5 $ par jour. Donc en conclusion, le facteur latte nous enseigne comment surmonter certaines croyances limitantes sur l'argent et construire notre liberté financière grâce à des petits choix au quotidien comme se payer en premier, automatiser l'épargne, pas acheter café, investir cette différence-là qu'on réussit à épargner. L'auteur dit que la solution à tes problèmes d'argent, c'est pas d'avoir plus d'argent, c'est d'avoir de nouvelles habitudes. C'est un livre que je recommande pour ceux qui ont peut-être plus de difficultés à épargner. Un peu comme le livre « En as-tu vraiment besoin » de Pierre-Yves McSween, ce livre-là ne nous apprend pas vraiment quoi faire une fois qu'on a épargné, ce qui est pas mal, là. Mais si vous êtes rendu là, c'est peut-être moins pertinent pour vous comme livre d'apprendre comment bien investir à part d'investir dans des FNB indiciels. Puis c'est peut-être juste ça qu'on a à savoir en fait. Donc, mais ce livre-là, pour vrai, il se lit super bien. Je l'ai dévoré en 2 jours. Donc, je le conseille fortement pour ceux qui veulent juste lire un livre sur les finances ou qui veulent apprendre à mieux épargner pour pouvoir investir cette différence-là. Le key point, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Investir vos petites économies quotidiennes peut faire une grosse différence à long terme. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Nassim Taleb, écrit en 2023, qui s'appelle Anti-Fragile, donc anti-fragile. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français. Et ce jeudi, je présente les résultats des 5 dernières compagnies ayant passé la première étape dans mon outil d'analyse en mars 2024, mais pas la deuxième étape. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour 3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.